Je vous propose peut-être qu'on enchaîne pour rentrer encore plus dans le cœur du sujet. Donc finalement, les compétences des apprentis en entreprise, même dans le CFA, comment on peut les développer, comment on les développe au-delà, comme je disais, de la simple connaissance pratique de la santé et de la sécurité au travail. Donc on a invité Delphine Delecaux de la Sauvegarde. Donc, la Sauvegarde, c'est une association en région de France qui participe avec nous au programme Santé des apprentis sur le volet santé globale. Et dans les échanges qu'on a avec les apprentis au quotidien, on se questionne beaucoup sur finalement leur capacité à être acteurs de santé au travail de l'entreprise. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on dit que tous les salariés et employeurs sont des acteurs de santé au travail de l'entreprise à leur niveau, avec leurs moyens. Et donc, si on s'interroge sur les jeunes en entreprise, est-ce qu'ils ont aussi toutes ces capacités-là? Et quand on est à l'adolescence ou jeune adulte, on sait qu'il y a certaines choses qui sont difficiles, comme l'estime de soi, comme la capacité à s'intégrer à un groupe, la capacité à échanger, à se positionner en tant qu'individu, etc. Donc on s'est questionné là-dessus et on dit, mais en promotion de la santé, il y a des choses qui sont là-dessus, ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Il y a des choses qui se développent autour de la santé. Donc quand j'ai interpellé Delphine, je lui ai dit, bah, écoute, parlez-nous-en aujourd'hui et on va essayer de voir comment ça peut aussi s'appliquer ou s'intégrer dans nos questionnements en santé au travail. Donc c'est tout l'exercice que Delphine va faire maintenant et puis après on questionnera. Bonjour à toutes et à tous, Delphine Delecaux, je suis formatrice et chargée de projet au pôle santé de la Sauvegarde du Nord et comme le disait Thierry, j'ai en charge le programme santé des apprentis financé par la région sur la dimension santé globale. Je vais commencer la présentation, alors on va parler des compétences psychosociales plus particulièrement. Ça fait bien vendre dans les magazines. Les compétences psychosociales, estime de soi, développement personnel, apprenez à prendre soin de vous, soyez coach de vous-même, soyez acteur de votre propre santé. Et les compétences psychosociales, en introduction, tu peux le faire défiler. Vas-y, tu peux, toute la première page, hop, voilà, c'est bon. Je suis allée glaner dans les dernières animations, je suis allée faire dans des centres de formation d'apprentis, du CAP jusqu'au BTS, quelques propos entendus récemment, notamment dans le cadre du mois sans tabac. Je suis allée en novembre beaucoup animer sur la thématique du tabac. Je vous les lis, des fois j'ai l'impression d'être un esclave, je dois faire toutes les corvées que les autres ne veulent pas faire, tout ça parce que je suis apprenti, je ne dis rien, je les fais. Jeune apprenti en CAP cuisine. Il y a des clients, ils me stressent, ils savent que je suis apprenti, j'ai l'impression qu'ils le font exprès d'être encore plus exigeants. Mais il y a aussi des clients qui sont compréhensifs, heureusement, j'apprends après tout. CAP, employé de vente spécialisé. Il y a des matins, je suis tellement stressée pour aller travailler, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de boire de l'alcool le matin, pour me détendre, je doute tellement de moi. CAP, EVS, dans la même classe que l'apprenti, juste au-dessus. On n'a pas trop de temps pour nous, pas trop de temps pour discuter avec les collègues, et même sur la pause déjeuner, on continue de parler boulot. L'ambiance est bof et je me rends compte que je ne connais pas mes collègues. Bac pro commerce. C'est sûr qu'entre ce que l'on nous apprend au CFA et en entreprise, des fois ça fait deux, les EPI, la sécurité, être bien attaché, avoir un bon échafaudage, mais je suis apprenti, j'ose rien dire. J'y vais même si ça m'arrive d'avoir peur, CAP couverture. Moi, mon patron, il est cool, il me traite vraiment comme n'importe quel autre salarié. Pas de différence, mêmes avantages. Je me sens considéré BTS, management des unités commerciales. C'est fatigant l'alternance, on change de rythme tout le temps, mais quand je reviens dans la boîte, mes collègues et même mon patron me demandent ce que j'ai appris au CFA. C'est bien, ça permet de faire le point et du coup, ils font attention à me donner des trucs que je sais faire, à ne pas me mettre en difficulté. Bac, gestion, administration. Et enfin, pour terminer, je travaille avec mon oncle, c'est mieux quand on travaille avec quelqu'un qu'on connaît bien, il me fait confiance. CAP, conducteur d'engin. Des propos glanés sur toute la région Hauts-de-France, du Dunkerquois jusqu'à Berlancourt, dans le Pas-de-Calais, en descendant jusqu'au pays du Lannoy pour le CFA de la Cécile de l'Aisne. Alors, compétences psychosociales, on va effectivement beaucoup parler de compétences aujourd'hui. Ce sont des compétences particulières. Alors la définition de la compétence, c'est un savoir agir complexe,
qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes. La compétence, elle se réalise, elle se vérifie dans l'action, et plus on met en exercice cette compétence, plus on suppose que celui ou celle qui la met en exercice va grandir dans la gestion de cette compétence, de cette faculté à faire. Elle ne se limite pas à la seule possession de connaissances, on peut savoir, mais encore faut-il comprendre tout le process qui mène à l'exercice de cette compétence. Favoriser l'exercice des compétences, c'est à la fois agir sur les ressources des individus, mettre au centre de l'acquisition de ces compétences la personne elle-même, et sur les environnements qui créent les situations. La compétence sera dite psychosociale quand elle sera au carrefour de 3 dimensions. La dimension de l'affect, la dimension du social et la dimension du cognitif, ce qu'on met dans le registre du mental et du psychique. Les ressources sociales, elles concernent la relation avec les autres et notre capacité à communiquer. S'investir dans une collectivité, écouter activement, prendre en compte la vie d'autrui, coopérer, négocier, exprimer des difficultés, des fragilités. Déjà rien que là, si on se pose la question de savoir si tous les apprentis aujourd'hui, dans leur centre de formation et en entreprise, connaissent et maîtrisent ces compétences-là, voilà, c'est intéressant de s'y poser quelques instants. Les ressources affectives, elles touchent à nos émotions, à notre vécu et à notre manière propre de percevoir les choses. Gérer son stress ou sa colère, avoir conscience de ses émotions, prendre du recul sur son propre ressenti, faire face à un traumatisme et gérer son anxiété. Les ressources cognitives, elles ont trait aux connaissances et aux compétences intellectuelles. Argumenter sa pensée, porter un regard critique, restituer des connaissances, synthétiser un texte ou une discussion, lire, écrire, pouvoir comparer des infos émanant de sources différentes. Une compétence psychosociale, les compétences psychosociales, elles sont donc le fruit d'une relation dynamique entre le contexte de vie de la personne, dans sa vie pro, dans sa vie perso, et la personne elle-même. Et la mobilisation des ressources qui composent les compétences psychosociales, donc chaque fois que vous verrez CPS et compétences psychosociales, va être déterminée par 3 éléments: la situation, l'état émotionnel dans lequel se situe la personne et son état physique également. Si elle est dans une période de détresse, si elle a une motivation trop débordante ou si elle est dans une vague de creux par rapport à son état motivationnel, ça peut effectivement avoir un impact sur ses capacités et son attention à mettre en exercice la compétence. Et les expériences passées, les expériences agréables et celles qui le sont moins, les réussites et les échecs, qui vont aussi faire fluctuer une ressource très très importante qu'on appelle l'estime de soi. Souvent, quand on parle de compétences psychosociales, on met en lumière que l'estime de soi, mais il n'y a pas que celle-là. Les compétences psychosociales, avant de travailler sur des thèmes de santé, comme l'alcool, comme le tabac, comme l'alimentation équilibrée, comme la promotion d'une activité physique régulière, comme une vie affective et sexuelle, on devrait d'abord commencer par travailler sur les compétences psychosociales. On sait que dès le plus jeune âge, plus le jeune va être en capacité d'acquérir la capacité à dire non, plus on suppose qu'il sera imperméable aux différentes sollicitations qu'il aura, qu'il recevra dans son environnement propre et proche, de ses collègues, de ses camarades de classe, de ses frères et de ses sœurs, et qui vont peut-être le préserver de l'entrée dans des pratiques addictives, que ce soit l'alcool, le tabac ou le cannabis, pour ne citer que celles. Aujourd'hui, on sait que les compétences psychosociales renvoient à la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être. Donc moi, je parle moins de maladie quand je suis en animation avec eux, mais beaucoup plus sur ce qu'ils peuvent déployer au quotidien, aujourd'hui, demain, dans un avenir plus ou moins proche, pour maintenir leurs ressources santé, leur capital santé, en travaillant sur le développement de ces compétences psychosociales. En évitant le plus possible de les mettre en échec, en évitant le plus possible de les stigmatiser, en évitant le plus possible d'être sur une forme de jugement entre celui qui parvient à gérer ça dans sa vie personnelle et un autre qui parvient à moins gérer certaines situations qui peuvent être oppressantes, stressantes et du coup impacter leur bien-être physique, mental et social. On dit aussi que quand les problèmes de santé sont liés à une incapacité de gérer des situations stressantes et qui du coup vont impacter
la perception de leur bien-être et leur santé globale. Travailler sur l'amélioration des compétences psychosociales pour être un élément important dans le champ de la promotion de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a défini 10 compétences psychosociales que vous retrouviez à l'instant dans les 3 bulles avec les 3 encarts carrés qui étaient précédemment présentés. Et l'Organisation mondiale de la santé les présente par paires. Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, savoir se faire comprendre, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir une pensée critique, avoir une pensée créative, se connaître soi-même et avoir de l'empathie pour les autres. Savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Vous ne voyez pas ici apparaître l'estime de soi. L'estime de soi est une ressource qu'on met en exercice tout ou partie pour ces différentes compétences psychosociales. Merci. En animation, quand j'interviens sur la thématique de l'alcool, quand j'interviens sur la thématique du tabac, quand j'interviens sur la vie affective et sexuelle, sur comment bien mettre un préservatif, sur quand le sortir, comment le mettre, quand j'interviens sur comment mieux manger et pas juste présenter la courbe alimentaire ou la pyramide alimentaire, on vient interroger ces différentes compétences-là. Et pour être beaucoup intervenu, je le disais tout à l'heure en novembre, dans le cadre de la campagne nationale du mois sans tabac, on a interrogé les fumeurs, on a interrogé les non-fumeurs, et pour ceux qui pourraient, dans la perspective de diminuer leur consommation de tabac, dit ok, aujourd'hui tu as envie de diminuer ta conso, est-ce que tu te penses capable de? Est-ce que tu penses avoir une bonne croyance en ton efficacité personnelle? Et quand on parle de compétences psychosociales, on doit aussi interroger le sentiment d'auto-efficacité. Est-ce que aujourd'hui je pense que je peux prendre en main ma santé, mon bien-être, et quelles sont les petites ou les grosses ressources que je pense avoir à ma disposition pour agir sur ma santé? Alors des fois, il faut se tourner vers un professionnel de santé, il faut aller en CFA rencontrer l'intervenant social, il faut aller en CFA interpeller le formateur, le chef de travaux, le tuteur sur l'entreprise. Mais l'apprenti, il vit dans son corps, il a une perception, il a des signes et des symptômes qui peuvent lui donner de temps en temps des petites alertes sur des choses qu'il peut essayer de déployer pour être mieux demain. Et donc, à nous, dans la quotidienneté, à vous, à moi, à Thierry, à travailler sur, dans la quotidienneté, faire en sorte qu'ils appréhendent les ressources dont ils disposent, qu'on puisse leur donner un cadre pour agir sur leur santé. Et donc, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est l'évaluation positive de soi-même, c'est la valeur que l'on se donne. C'est tous les matins quand je me lève, est-ce que je peux dire aujourd'hui, est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'apprécie? Comment je me vois aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux demain pour me sentir mieux dans mes baskets? Et donc, elle est fondée sur la conscience de sa propre valeur et de son importance inaliénable en tant qu'être humain. L'estime de soi est très impactée par le regard de l'autre. Comment l'autre me voit, comment l'autre me perçoit. Et à l'adolescence et les jeunes adultes, il y a un très très fort impact du regard de l'autre. Et plus j'ai une bonne estime de moi-même, moins je vais attacher d'importance au regard de l'autre. Et plus j'ai l'estime de moi au ras des chaussettes, plus je risque du coup d'attacher de l'importance au regard de l'autre. Et donc c'est quelque chose qui doit effectivement se travailler dans le quotidien. Un petit peu de présentation. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est la croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités. Et donc, c'est effectivement appréhendé pour des petits objectifs dans le champ de la promotion de la santé, dans le champ de la santé, sécurité au travail. Qu'est-ce que je peux faire demain de mieux en posant des petits objectifs avec eux? Et plus les objectifs sont petits, plus il y a de chances qu'ils l'atteignent. Et plus il y a de chances qu'ils les atteignent, plus ça va rebooster l'estime d'eux-mêmes. Donc posons avec eux de petits objectifs et travaillons sur un objectif de contractualisation en se disant, comme l'estime de soi est grandement influencée par nos réussites et nos échecs, on peut supposer que plus il y a de petits succès, plus il y a de chances de parvenir à arrêter de fumer par exemple. Aujourd'hui, la société, elle est de plus en plus exigeante, il y a une forte pression sociale. Quel impact cela a sur la santé et le bien-être des apprentis? Aujourd'hui, tout salarié devrait être très flexible
et savoir très rapidement s'adapter à toutes les situations que la vie engendre et anticiper les comportements les plus favorables pour lui. On est dans un contexte très marqué par une prescription croissante d'autonomie des individus, savoir se débrouiller en toutes circonstances et dominer ses émotions pour faire preuve de rationalité. Être perçu comme incompétent ou se sentir incompétent renvoie à une image d'impuissance de la personne et ça peut être générateur de souffrance, de mal-être et cela peut créer une disqualification sociale. Alors ça peut ne pas être réellement vécu, mais si le jeune le perçoit comme tel, dès lors où c'est perçu de sa part, ça peut effectivement impacter sur la poursuite de son parcours scolaire et la poursuite de son parcours de formation professionnelle. L'anxiété, elle serait suscitée par le regard des autres, et je disais tout à l'heure que quand on vient questionner les facteurs qui influencent l'estime de soi, le regard de l'autre est très impacté, impacte grandement l'estime de soi. Donc l'anxiété serait suscitée par le regard des autres et par ce que les autres pensent de nous. Ce stress serait une stratégie défensive pour consolider notre confiance face à des insécurités. Prendre en compte les compétences psychosociales dans les pratiques professionnelles nécessite de mettre en questionnement des contextes, des postures et des méthodes qui peuvent traverser un ensemble de pratiques. Alors ces repères se concentrent sur 4 points: l'institution et le questionnement de la cohérence entre les valeurs et les pratiques, la posture du professionnel et la qualité de la relation qu'il entretient avec l'autre, en l'occurrence l'apprenti avec son employeur et ses collègues de travail, l'animation de l'espace collectif et la préparation en groupe à l'exercice de ses compétences psychosociales. Se questionner au sein de l'institution, donc disposer, alors ça semble très logique de dire ça, mais plus on a des facteurs qui sous-tendent à une bonne qualité d'accueil et de la tolérance, de la bienveillance, prendre le temps de s'interroger en équipe sur la place de celui ou de celle qu'on accueille en tant qu'apprenti et de la relation que l'on a avec lui. Alors les apprentis, dans ce qu'ils nous relatent sur les premiers jours en regagnant l'entreprise, ils nous disent, bah oui, dans les premiers jours, on a l'impression d'être le bienvenu, d'être considéré comme un salarié comme un autre. Et puis, il y en a d'autres qui, dès leur arrivée en entreprise, ont le sentiment, enfin, comme c'était retranscrit dans le témoignage d'un apprenti, d'être un peu celui qui va avoir le droit de faire toutes les corvées. Ou parce que ça va être inscrit sur leur badge salarié en formation, va avoir le sentiment d'être un petit peu moins bien considéré par la clientèle ou par les collègues, pour celles et ceux qui sont en contact avec une clientèle. Et donc, au sein de l'institution, dans le développement des compétences psychosociales, il y a lieu de d'interroger dans le quotidien les principes de la communication bénéfique. Donc communiquer de façon claire et adaptée avec l'apprenti, s'initier à l'écoute active, et l'écoute active, ça peut être le travail de toute une vie, et pas que des travailleurs sociaux. Repenser l'espace physique pour qu'il soit accueillant et qu'il favorise les liens entre l'apprenti et l'entreprise, entre l'apprenti et les autres salariés, et faire en sorte de valoriser des temps informels, par exemple de courtes pauses café, au sein des activités. Les jeunes et les moins jeunes, qu'ils soient apprentis ou qu'ils soient salariés non plus en dispositif de formation, parfois on est tellement dans l'exercice de nos activités, avec un timing hyper serré, avec de plus en plus de choses à faire dans un court laps de temps, on ne prend plus le temps pour soi, on ne prend plus le temps pour se recentrer, et on a le sentiment d'être... de moins en moins connaître les partenaires et les collègues avec lesquels on travaille. Et voilà, ces temps-là sont des temps forts qui doivent aussi être valorisés. Adapter sa posture professionnelle en tant que tuteur, en tant qu'employeur, en tant qu'accompagnant. Donc la posture professionnelle renvoie à la manière dont le professionnel se positionne par rapport aux personnes qui sont concernées par les actions qu'il mène. Alors la posture, elle se construit à partir de ses valeurs, de ses représentations, et se traduit par des attitudes, des comportements et des paroles. 3 clés pour la posture professionnelle dans un contexte qui vise à développer et à renforcer les compétences psychosociales. Adopter une posture bienveillante, là aussi ça semble aller de soi, porter un regard positif et de non-jugement dans un climat de confiance. En animation, je prends tout le temps 2 minutes en démarrant un atelier collectif, en invitant les apprentis à s'exprimer de quoi vous auriez besoin pour être bien sur cette séance qu'on va vivre ensemble. Et souvent, ils disent s'écouter, ne pas se critiquer, ne pas se juger, distribuer la parole de manière équitable.
Et quand on a le sentiment que ces valeurs-là sont plutôt bien respectées, que ces principes-là sont plutôt bien respectés, la parole se libère. Plus on favorisera un regard positif et de non-jugement, plus on sera dans la bienveillance et l'empathie, plus on peut supposer que des apprentis un peu en détresse vont avoir la latitude et vont se sentir dans un climat de confiance pour voilà, livrer des choses qui peuvent être un peu difficiles et impacter leur parcours de formation. On est vraiment dans un objectif de limiter voilà, les risques de rupture. Dépasser les stéréotypes, alors certains stéréotypes qui peuvent imprégner nos manières d'agir, voilà, que ce soit en lien avec des inégalités sociales, que ce soit en lien avec les capacités d'une personne. Voilà, promouvoir l'idée que chaque apprenti, chaque acteur de sa propre santé a des ressources et qu'on ne doit pas se contenter d'être que sur voilà, des compétences en termes voilà, d'acquisition d'un métier, qu'il y a d'autres ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc s'appuyer aussi sur les potentialités et ne pas penser qu'en termes de déficit à combler, qu'en termes de manque, mais prendre appui sur des potentiels déjà là à cultiver et à renforcer, à pointer du doigt et à dire à l'apprenti, voilà, là-dessus, tu es compétent pour faire ça. Alors il y a peut-être des choses sur lesquelles il y a des manques, mais valorisons déjà ce que tu sais faire. Créer et animer des espaces collectifs, c'est-à-dire des groupes de parole, des causeries, des ateliers d'échange de pratiques, des temps où voilà, les apprentis, avec leurs collègues, avec leur employeur, avec leurs tuteurs, peuvent se poser un peu sur comment voilà, ils vivent l'exercice de leur métier aujourd'hui. Il y a des centres de formation d'apprentis où on est associés, Thierry et moi, pour prendre part à des causeries en soirée entre 19h et 21h, 22h. Et c'est l'occasion pour eux d'échanger sur l'exercice de leur métier. Alors ils prennent le temps voilà, de mettre en avant ce qu'ils font, ce qu'ils ont le sentiment de bien savoir faire, les manques qu'ils peuvent avoir. Et on vient interroger, nous, sur des questions de promotion de santé pour voilà, faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur entreprise. Les relations sociales positives et inclusives peuvent être pour les apprentis une vraie source de liens sociaux. Et ils ont besoin de liens sociaux. Comme nous d'ailleurs. 3 repères stratégiques pour l'animation dans le collectif. Négocier le cadre et le contenu d'ensemble. Favoriser la réflexivité, c'est-à-dire porter un regard soi-même, analyser aujourd'hui de manière constructive une façon de fonctionner. Et donc ça s'appuie sur des allers-retours entre l'expérience et la théorie. Donc la formation par la voie de l'apprentissage, elle favorise ça, elle optimise l'expérience et la théorie. Dans les CFA, comment on vient aussi interroger ça? Et dans les entreprises, comment on invite les apprentis à réfléchir, voilà, comment ils acquièrent la compétence, comment ils la mettent en exercice, et s'il y a une situation de problème, voilà, quelles sont aujourd'hui les ressources qu'ils peuvent mobiliser, quelles sont les ressources mobilisables pour se dépatouiller de cette situation de problème. Et puis les résultats produits par la mobilisation de ces compétences. Permettre de contribuer, ne pas être sur un dispositif apprenti dans un dispositif de formation, dans un dispositif d'apprentissage d'un métier, voilà, le considérer comme un salarié à part entière et l'inviter à prendre part voilà, dans son apprentissage, voilà, en contribuant, voilà, c'est une forme de reconnaissance implicite de ses ressources et de ses qualités dans le groupe. Alors contribuer, non, vas-y, tu peux continuer. Se préparer à interagir avec l'environnement extérieur. Ça va côté timing, tu me dis? Tu peux y aller, mais... Ouais, je peux y aller. Favoriser l'expérimentation, donc plus on invite l'apprenti à mettre en exercice ses compétences en s'essayant dans des activités là où il n'a pas forcément l'habitude d'aller, là où il n'a pas forcément l'habitude de jouer. Voilà, c'est une bonne manière de changer de prisme, de changer de point de vue, de se dire, ben voilà, aujourd'hui, tu n'es plus apprenti, tu vas jouer le rôle de l'employeur, tu vas jouer le rôle de tuteur, on inverse les rôles, et c'est intéressant de voir voilà, dans ce changement de point de vue, comment j'appréhende la situation, l'exercice métier. Ça permet d'enrichir ses ressources, ça permet d'envisager voilà, leur exploitation dans de nouvelles situations. Bien évidemment, elle doit être libre et volontaire, hein, cette expérimentation, et tant que faire se peut, elle doit se rattacher à une compétence psychosociale ou à des ressources préalablement identifiées.
Soutenir le transfert quand les apprentis ont l'occasion d'exercer leurs compétences psychosociales en situation réelle sur la base des acquis qui résultent d'expériences antérieures. Donc la question du transfert, elle est très importante et on doit préciser que c'est dans ce contexte-là qu'un exercice peut être mis en place. Tu peux passer sur ces deux-là. Ce qui est important d'observer quand on travaille sur les compétences psychosociales, quand on en cible une, quand on travaille sur plusieurs d'entre elles, voire sur les 10, il est important d'aller voir quels changements dans l'entreprise, dans mon CFA, ont été effectués pour favoriser le développement des compétences psychosociales. Comment je travaille sur un environnement plus bienveillant, plus accueillant, plus jugeant, en valorisant chacun des salariés au sein de l'organisme. On peut supposer que si on travaille sur les différentes compétences psychosociales, les salariés et les apprentis en font partie, vont se sentir plus à l'aise pour s'adresser aux autres, pour poser une question, pour oser demander de l'aide, qui est souvent une compétence qui n'est pas trop mise en avant alors que c'est une compétence à part entière. Aller chercher du soutien, aller demander de l'aide. Là, on suppose que comme on doit être plutôt sur la valorisation de l'autonomie, l'apprenti risque peut-être pas d'oser dire que là, il a besoin d'aide. Et pourtant, c'est une compétence à part entière. De nouveaux liens, de nouvelles interactions ont lieu entre les salariés et les apprentis. Donc si on observe ça, pendant les temps formels, mais aussi en dehors des temps formels, on peut supposer qu'on a contribué à une ressource sociale, à une compétence psychosociale. Les salariés et les apprentis ont le sentiment d'avoir une plus grande maîtrise dans la réalisation de leurs activités et dans des situations de leur quotidien. Ils établissent des liens entre les situations problématiques et comment faire en sorte de mettre en avant des ressources pour les mobiliser. Ils font des liens entre les activités et les situations qu'ils vivent à l'extérieur, au sein du CFA, mais aussi dans le contexte de l'entreprise. Et ils expriment des expériences de vie positives en lien avec les activités menées, et pas seulement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. En conclusion, la société est de plus en plus exigeante vis-à-vis des individus qui la composent. Aujourd'hui, l'individu est perçu quasi uniformément comme responsable de lui-même. On a une forte propension à vouloir adapter les gens au système et moins à repenser de manière éthique le fonctionnement de celui-ci pour qu'il soit adapté aux réalités sociales et humaines des personnes qui le composent. Être dans une vraie démarche inclusive et non pas l'inverse. L'idée de la compétence doit être examinée et relativisée afin de la resituer dans le contexte social et culturel qui est le nôtre, un contexte où les inégalités sociales de santé se font particulièrement sentir. Propension à porter notre attention sur les défauts et les manques des personnes, à plutôt travailler sur telle problématique de santé, tel manque d'expertise, tel défaut, Alors que quand on travaille dans le registre de la promotion de la santé, on devrait plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et pourtant, les relations et la santé vont se construire sur des relations sociales. Et donc on doit essayer de tout faire en sorte pour que l'individu soit au centre de la démarche éducative quand on interroge les questions de santé. Plus les inégalités sont fortes, les inégalités sociales sont fortes, plus la défiance domine dans notre rapport à l'autre. L'idée d'être évalué, classé, exclu à travers le jugement de nos semblables engendre un stress puissant et chronique qui va être délétère pour la santé et le bien-être de chacun. Et donc c'est en travaillant dans la quotidienneté, dans la valorisation et la reconnaissance des ressources de l'autre, en reconnaissant la qualité des individus plus que leurs défauts, c'est agir en faveur de la santé, de l'égalité et de l'autonomie de chacun dans la société. Deux petites anecdotes. Il y a quelque temps, nous sommes allés assurer des animations autour de l'estime de soi dans un centre de formation du BTP. Et l'atelier estime de soi, j'avais invité les apprentis à partir d'un blason dessiné à poser leurs qualités, trois défauts, une qualité qu'ils aiment voir chez leur père et un défaut qu'ils ont et qu'ils aimeraient bien cacher. Et quand on fait le petit exercice, et ce sera intéressant que vous fassiez l'exercice aussi, on a beaucoup plus de facilité à mettre en avant nos défauts. On a beaucoup plus de facilité à repérer le défaut chez l'autre. Par contre, les qualités, c'est beaucoup plus difficile à mettre en avant.
Et dans ces classes d'apprentis où on assurait ces animations autour de l'estime de soi, ce que j'avais particulièrement apprécié, c'est quand un jeune avait du mal à mettre en avant ses propres qualités, j'invitais les autres à dire « Ah ben tiens, un tel, comment tu le vois? Quelle est sa principale qualité? Quelle est sa principale ressource ?» Et c'était assez intéressant de voir le regard que portait le tiers sur la qualité de l'un, et si oui ou non ça faisait écho à leur propre perception, à leur propre regard. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup plus de ressources qu'ils ne le disent. Mais il faut leur donner un cadre, il faut leur donner voilà, un contexte qui leur permet de mettre en avant les ressources dont ils disposent. Il faut juste leur donner un peu la parole et l'occasion de verbaliser là-dessus. Voilà. Terminé. S'il y a des questions, des remarques pour l'instant, on va en prendre une ou deux. Oui. Allez-y. Je vous pose aussi la question. Est-ce que dans votre approche, vous voyez une différence entre les apprentis qui choisissent leur tranche d'apprentissage et ceux qui la subissent un peu? Parce que tout le monde n'est pas volontaire pour faire de l'apprentissage. L'éducation nationale formate un peu les gens. Toi, tu es bon, tu iras là, et puis toi, tu n'es pas bon, tu iras à l'apprentissage. C'est simple. Donc, ces jeux-là, on peut comprendre que la estime de soi est... Vous avez la réponse en fait dans votre... Non, mais est-ce que vous l'avez ressenti aussi ça, c'est sûr. Dans leur posture, dans leur manière d'être, dans leur participation à un collectif classe. Alors c'est vrai que les animations qu'on vient assurer nous, on ne représente pas le CFA, on représente voilà, une structure associative. Ils ont la latitude de parler, de s'exprimer, de livrer beaucoup de choses de ce qu'ils vivent dans leur unité de formation, mais aussi de ce qu'ils vivent en entreprise. Et assez facilement, assez rapidement, voilà, ils livrent, et moi je leur pose même la question, voilà, tu travailles où, quel est ton employeur aujourd'hui, comment ça se passe, comment tu le vis, comment tu te situes. Bien évidemment, celui ou celle qui dit avoir choisi voilà, ce métier-là, d'avoir choisi une formation par la voie de l'apprentissage, laisse savoir et laisse entendre voilà, un mieux-être que celui qui va voilà, se retrouver dans un dispositif par la voie de l'apprentissage qu'il n'aura peut-être pas choisi parce qu'il aura traîné des gamelles voilà, scolaires avec peut-être une phobie de l'école, avec une difficulté à regagner en confiance. Mais justement, j'ai envie de dire, c'est plus avec ces jeunes-là qu'il y a vraiment lieu de travailler et voilà, de travailler sur... tu as des ressources, tu as des potentialités, mesure-les, appréhende-les et voilà, on va prendre appui sur celles-là pour peut-être en développer d'autres. Mais voilà, il faut encore une fois donner le cadre et la bienveillance pour favoriser ça. À ce titre, ça nous est arrivé aussi sur des ateliers autour du stress, autour de la gestion des émotions, ou aussi autour de l'estime de soi, de parfois intervenir dans des unités de formation, dans des centres de formation, où on ne sent pas forcément, nous-mêmes en tant qu'intervenants, pas hyper bien accueillis, où on a le sentiment qu'il y a un climat oppressant, où il y a quelque chose qui est de l'ordre... Alors du coup, quand on intervient de manière très très marginale, où on sent que c'est pas très empathique, pas très bienveillant, on se dit bah, du coup pour le jeune qui est là, 3 jours par semaine, une semaine toutes les 3 semaines, avec un rythme qui est très variable d'une unité de formation à l'autre, comment est-ce qu'on peut être, voilà, comment on peut se sentir bien? Et avec aussi parfois dans des discours voilà, du jugement, de la prise de distance. Et du coup, moi, des fois, je pars de l'animation, puis je me dis, j'essaye de faire travailler le jeune sur comment il peut repartir la tête haute et redresser les épaules. Si dans le centre de formation ou en entreprise, il est en permanence dévalorisé, jugé, critiqué, raillé, ça va pas être aidant. Donc voilà, on jette des pierres, on tend des perches, on invite le jeune à se questionner sur son mieux-être. Voilà, mais il faut que dans l'unité de formation, tout puisse être déployé pour que ça soit aidant à ce développement. Mais voilà, après il y a des jeunes qui, peut-être se retrouvent parachutés dans une formation par la voie de l'apprentissage, qui vont avoir l'impression de se demander ce qu'ils font là, et puis qui vont mettre en avant de vraies compétences, de vraies potentialités, et qui vont pleinement s'épanouir. Ça aussi, ça s'observe. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes dans la salle qui peuvent mieux en témoigner que moi. Oui.
avez dit à discuter tout à l'heure que les personnes qui se sentent moins compétentes, ce sont ceux qui donnent plus d'importance au regard des autres. Oui. Or, les apprentis sont les personnes les moins expérimentées. Comment peut-on faire pour sensibiliser les employeurs et surtout les collègues de faire plus attention au regard, aux remarques qu'ils font au sein des entreprises? Encore une fois, ça rejoint la posture. Féliciter, même si voilà, j'ai dû amener à faire un exercice, j'y arrive pas, plutôt que dénigrer l'échec, plutôt que de pointer du doigt l'échec, remontrons un peu la démarche procédurale pour réussir à faire cet exercice-là. Voilà, c'est un peu d'empathie, c'est un peu d'écoute, montrer que je suis là, t'as pas compris, j'explique, je réexplique, je réexplique. Et puis il y a des jeunes qui sont très dans l'observation, il y en a d'autres qui apprennent beaucoup plus en voyant faire, en optant pour de l'imitation. Voilà, on n'apprend pas tous de la même manière. Et quand on est dans une classe avec 15 jeunes, 20 jeunes, 30 jeunes, et les 15, 20 ou 30 voilà, vont mettre en place des mécanismes cognitifs qui peuvent être très très différents de l'un à l'autre. Et donc c'est considérer chacun dans son individualité et dans sa capacité à comprendre ou à ne pas comprendre. Et va se jouer aussi la temporalité. Moi, des fois, j'interviens sur des questions de santé, parce que ça colle bien avec mon agenda, parce que ça colle bien avec la classe que je peux rencontrer là, à ce moment-là. Mais parfois, la temporalité, la rencontre avec le jeune, elle se fait bien, parce qu'on est dans la même temporalité, lui et moi, pour parler de santé, pour parler de bien-être. Et puis, des fois, ça colle pas, c'est pas le jour. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de stress. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler d'activité physique. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler d'estime de moi parce que je viens de passer le code et j'ai échoué. Donc, j'ai pas envie qu'on vienne me titiller avec ça. Et donc, quand on vient interroger des questions de santé au travail, des questions de santé bien-être, il faut aussi considérer que dans la rencontre avec l'autre, ça peut matcher, on peut être sur cette bonne temporalité, mais on peut aussi être, ça peut aussi ne pas être le bon moment. Ça peut être pas le bon moment pour lui, mais ça peut aussi être pas le bon moment pour lui. Alors, vous pointez quelque chose d'essentiel, c'est finalement, dans l'accompagnement de l'apprenti, que ce soit dans CFA ou ici en entreprise, au-delà de simples tutorats de formation, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble, comment on peut accompagner son environnement social pour faire en sorte qu'il aille vers la réussite et qu'il se sente bien à l'entreprise.